voudrais remercier toutes les personnes qui sont ici présentes, qui ont joué un rôle très important dans la lutte que nous avons menée cette dernière année en ce qui me concerne et ces dernières années en ce qui les concerne. Je reviendrai sur leur rôle spécifique à chacun au fur et à mesure de la conférence. Je voudrais peut-être commencer par vous dire que je ne viens pas à vous apaiser comme je l'espérais, car nous avons eu droit, il y a quelques heures à peine, à l'expression la plus directe et spectaculaire de la subsistance de l'ennemi. Une subsistance bravache, pitoyable, crépusculaire, une subsistance néanmoins. L'être qui, un an durant, a privé les étudiants de la plus prestigieuse université du continent, sur instruction politique, de leur accès à leur campus, a pu décider aujourd'hui encore de l'interdiction de cette conférence et de cette prise de parole. Il était minuit passé lorsque cet être, habitué à vivre couché, faisant un immense effort, se levait, non pour rendre service, mais pour nous rappeler ceci: qu'il n'avait non seulement pas encore été évacué dans les litières de l'histoire, mais qu'il détenait, jouissait et se montrait décidé à faire usage du pouvoir d'interdire, censurer, éteindre la parole et le savoir. Cela m'a inspiré cette pensée évidente: une révolution n'est jamais finie et il ne faudrait pas que celle-ci manque de commencer. 60 enfants et adultes sont morts d'un cri rauque qui réclamait souveraineté, et il m'apparaît essentiel de commencer cette prise de parole par une pensée à leur égard et l'affirmation d'une certitude à l'égard de leurs proches: ils ne seront pas oubliés. À Dakar, au parquet, au cabinet d'instruction numéro 2, à l'UCAD, les mêmes corps, les mêmes âmes qui ont permis la commission des crimes qui ont amené à la mort de ces personnes demeurent. Les mêmes visages qui, pour certains, se tairent, tremblent, ont honte, mais pour d'autres, rient et sourient devant les caméras. Je pense à un ancien ministre de l'Intérieur, censure, je pense à un recteur d'université, et menace. Je viens en un pays où ceux qui m'ont fait kidnapper à 300 km de la frontière sénégalaise, en plein cœur de la Mauritanie, ont formellement encore entre leurs mains le pouvoir de me faire arrêter, enfermer, expulser. J'ai été, à mon arrivée, soumis à un contrôle approfondi de mon identité. J'étais venu un homme simple, sans privilèges, sans invitation des autorités, mais par 2 personnes qui avaient connu les géoles et qui sont pour moi des héros de l'humanité, dans le but de voir et de partager. Je n'ai demandé volontairement aucun passe-droit. J'ai pris mon siège au fond de l'avion, j'ai avancé sans rien réclamer, sans rien demander, et ce que j'ai vu des permanences du pouvoir et des menaces qu'il continue à faire porter sur le peuple m'a effrayé. Lorsque l'on est sans protection, sans robe, à égalité, avec les personnes qui n'ont pas de privilèges, qui n'ont pas eu la chance d'être protégées, l'on voit l'importance de démanteler ces structures de pouvoir et d'être sans tolérance à l'égard d'un quelconque excès, d'une quelconque violence qui n'aurait pas été réprimée. En ce pays que je considère aujourd'hui mien, ceux qui ont obéi n'ont pas été encore sanctionnés, et celui qui a ordonné que la mort se répande pour des violences politiques a été en mesure de quitter le territoire en jet privé et de jouir aujourd'hui encore de son impunité. Comment est-ce qu'il a pu payer ce jet privé, cet homme dont les soldes sont pourtant publics et connus depuis près de 40 ans et ne permettraient pas théoriquement de financer 1 heure de voyage dans cet appareil? Et qui est chargé aujourd'hui de rechercher quels sont les fonds qui l'ont financé? Je suis venu, chers amis, à égalité avec des confrères qui, comme moi, se sont sacrifiés pour une cause, tandis qu'en face, on payait jusqu'à 100 000 € l'audience des Français, des sorciers blancs,
pour venir légitimer la répression et la violence qui s'abattait sur un peuple. Et j'ai vu des confrères accepter cet argent, accepter de servir de faire-valoir pour légitimer la mort, l'emprisonnement, la détention de citoyens innocents. Je suis venu à égalité de telle façon que lorsque, amené à Nouakchott, j'ai été confié au service de renseignement de la Mauritanie, alors que l'on m'avait assuré que l'on m'amenait vers l'aéroport pour que je puisse rentrer en Europe. Après avoir réussi à échapper aux polices et gendarmeries de ces pays pendant 4 jours, avec l'aide de personnes glorieuses qui sont aujourd'hui à mes côtés et qui ont pris tous les risques pour me protéger. Après avoir pris une barque pendant 25 heures pour traverser l'Atlantique, pour sortir de ce pays sans nuire à mon client, sans par exemple en traversant la frontière malienne, de sorte que l'on aurait pu inventer un prétexte que je voyais déjà venir, consistant à dire que peut-être que tout cela était une opération d'influence de l'étranger, financée par les Russes et d'autres. On a bien vu comment le pouvoir précédent cherchait à instrumentaliser son cause souffrirait de notre démarche d'une façon ou d'une autre et pourrait faire l'objet de théories complotistes, une mesure qui ne me l'interdisait. Et avoir participé à ses côtés, à celui de mon confrère Cheikh Khourechi, ma rencontre avec le peuple sénégalais. Après avoir donc dénoncé le procureur de la République, qui n'avons pas peur, nous n'avons pas peur. Nous avions réussi théoriquement à rompre cet encerclement et à avoir envoyé, alors que le procureur, justement, a d'arrêt international, c'était d'une part parce que M. Sonko m'avait désigné lors de son placement en garde à vue, Bob m'imposait, c'est-à-dire de ne pas le laisser seul, alors que rien ne le juge. Qui, sans me présenter un avocat, une autorité consulaire, un juge